Je vais commencer par donner, pour ouvrir un peu les réjouissances de l'après-midi, la parole à Sandra de Viviès, qui travaille sur les écritures du réel, et plus particulièrement les récits photosensibles. Donc elle est vraiment à l'intersection entre la littérature, les sciences humaines et l'image. D'ailleurs, elle a aussi une page Instagram où elle voilà on voit certaines des images sur lesquelles elle s'appuie pour écrire. Elle a aussi une démarche de recherche par ailleurs autour des archives, autour de sa pratique artistique et en rapport aux archives dont elle va nous parler, notamment sa dernière publication, La Femme du Lac, qui n'est pas encore sortie et qui sera éditée aux éditions Cambourakis, dont on a beaucoup parlé déjà ce matin. Donc ça, c'est une chouette nouvelle puisque c'est une nouvelle fraîche, je vais dire. Donc on est très heureux pour elle. Elle a écrit 2 ouvrages. Enfin, elle a participé à un collectif des vivants et des luttes que vous avez ici de repris. Et son premier ouvrage, Vivace, a été édité aux éditions La Place en 2021. Je crois qu'il sera davantage question aujourd'hui de La Femme du Lac, et en tout cas de ce projet-là d'écriture et de ce rapport non seulement aux images d'archives, mais aussi au sujet du jour, à savoir la narration et l'éco-poétique. Par ailleurs, on en a parlé ce matin avec Pierre Scontius autour de Caroline Lamarche et de son écrit Nous sommes à la lisière, qui est aussi qui est le nom d'un festival à Liège que justement supervise Sandra. Voilà, peut-être préciser. Oui, c'est ça. Ok. Donc je répète pour l'enregistrement que le projet est porté par le comptoir de Liège et elle s'occupe de la programmation du coup pour ce projet-là, entre autres. Voilà. Mais peut-être qu'elle nous expliquera ça tout à l'heure de manière plus spécifique. Elle va en particulier, donc là vous avez sa page Instagram. Je vous invite, donc voilà, elle va nous parler tout simplement. Elle va nous parler de convoquer les fantômes, ce que ça implique pour elle, ce que ça ouvre comme perspective. Donc je cède tout de suite la parole. Tout d'abord, merci à Mélanie, à Sofiane, à Nadia de cette belle invitation à parler de mon travail. Donc je vais parler essentiellement de mon travail d'auteur, même si j'ai une pratique de recherche parallèlement. Et principalement, comme le disait Sofiane, de La Femme du Lac. Dans la mesure où il s'agit d'un texte, je souhaitais commencer mon intervention par une lecture du tout début de ce roman à paraître. Une petite histoire après le déjeuner, après le café. Je pense que c'est la meilleure manière d'entrer dans un texte. Une femme flotte près de l'eau. Sa robe scintille. Ma silhouette, mon visage blanchissent. Seule ma bouche really red, indique le tube de rouge à lèvres, me distingue de la femme du lac. Le Kolksee est un lac du Brandebourg. Il se situe à 80 km au nord de Berlin, où j'ai trouvé cette image et les autres de la femme dans une boîte cartonnée rouge comme ma bouche. La boîte comme ma bouche était maintenue fermée par un élastique de cuisine. J'observe maintenant la femme sans pied, sillon tracé bien au milieu du crâne, comme on souscrit à une politesse chaque matin avant les autres. Comme on sépare ce qu'il convient de présenter, d'absenter. Il me semble qu'elle me regarde, elle aussi. Tels ces personnages du Titien ou de Van Eyck, portraiturés à la Renaissance. J'observe son visage, son corps, des jours, des semaines durant. J'oublie ce qu'était l'espace, à quoi j'occupais mon temps avant elle. Ne m'intéresse plus que ce qui la comprend. Sur le négatif qui la représente devant le lac de Chaux, Kolk, ses bras, ses avant-bras, ses mains sont des membres fantômes en lieu et place desquels j'engage les miens. Nos pommettes slaves se fondent, grains crayeux mêlés à la poudre de béton qui s'en allait par la Havel griser les sols et lever les barres d'immeubles à l'est. L'image étire le corps moulé dans l'histoire que nous sommes à présent immobiles sur la berge. Je cherche un cadre ou comment procéder avec ce lot de négatifs
datant des années 1960-1970, mises en vente aux puces de Schönberg, le quartier de Bowie et du Sutherland Park, sur l'ancienne gare de triage. Prendre une image après l'autre, peut-être. Laisser le récit, le temps qui l'ogre, générer quelque chose. La femme n'allait pas à pied, de cela le lot ne fait pas mystère. J'observe sa voiture sur un autre négatif, reconnais le célèbre modèle en carton de la RDA, Trabant. Le nom ressemble à celui de mon médicament contre la migraine, alors comme les Allemands, je l'appelle Trabi. Viennent les premières questions. La femme a-t-elle fait les images sur lesquelles elle ne se trouve pas? Les images faites par elle, la situe-t-elle autant, si ce n'est mieux, que celle où elle se trouve? Avoir acquis pour 12 euros exactement ces images encore potentielles, ces images négatives, dit-il quelque chose de moi? Tout de suite, je fabrique de nouvelles images à partir des siennes, pour toucher ce qu'elle voit, pour toucher ce qu'elle touche, pardon, voir ce qu'elle voit. Par consanguinité matérielle, plastique, je tente d'accéder à son regard, car ce que l'archive brandebourgeoise a éveillé en moi, je ne l'approche confusément, et pour l'instant, qu'à travers le regard de la femme, qu'à travers ces images. Donc c'est le tout début de ce roman à paraître dans quelques mois aux éditions Cambourakis. Je l'ai écrit, la narratrice le dit un petit peu dans l'Incipit, à partir d'un lot de négatifs trouvé sur un marché à Berlin. Et je vais pas entrer dans le contenu proprement dit du livre, mais ce que je dois dire, c'est qu'il s'inscrit dans un ensemble de textes que je qualifie de photosensibles. Ce sont des textes suscités par des images, fixes ou en mouvement, mais qui ont la particularité d'excéder leur contexte historique et culturel pour s'inscrire dans un temps fantomal. Donc l'expression est d'Abby Warburg, historien de l'art. Autrement dit, un temps traversé de multiples passés que l'image condense en elle. Donc dans La femme du lac, le projet d'enquêter sur l'anonyme, qui n'est autre que la femme qui a fabriqué les images, de la raconter par le truchement de son propre regard sur ce qui l'environne, débouche sur un monde familier et dérangeant aux multiples ramifications, à la fois passées et contemporaines. Il y a beaucoup aussi d'effets de miroir entre la vie de cette femme et la narratrice. C'est le fil conducteur du récit. Ce qui m'intéresse, c'est deux choses. C'est d'une part comment les images peuvent renvoyer à toute autre chose que ce qu'elles représentent, mais surtout comment le fait de passer par elles pour raconter agrandit l'espace de récit autrement plus convenu, ou en tout cas limité, si c'est moi qui l'écris par exemple, à ce que je suis, à ce que je sais, et limité aussi à ce que la modernité m'a appris à concevoir comme recevable, et donc racontable. Et je rejoins là le thème de l'éco-poétique, mais j'y reviendrai. Avant d'entrer plus particulièrement dans La femme du lac, un mot sur ma méthode de fabrique de récit, qui est encore très expérimentale, je l'éprouve, je l'affine au fil des textes. Mais s'il y a une constante, je m'appuie sur des images ou des protocoles de fabrication d'images qui laissent une place au hasard. Donc là, je fais défiler quelques polaroïdes. Le polaroïde, c'est un procédé qui est instable en soi. En général, les vrais photographes ne l'aiment pas trop parce qu'il est impossible à maîtriser. Donc moi, j'utilise précisément la surprise de l'image produite et je recours également à des procédés à des protocoles d'immersion du support dans divers liquides. Et je regarde ce qui se passe. En général, il y a une transformation, une forme de désagrégation. Donc là, on le voit sur ces deux-là. Je me souviens plus du tout dans quoi je les ai fait tremper. Mais dans celui de gauche, je ne sais pas si on voit d'où vous êtes, mais il y a une présence qui s'est créée au centre de l'image avec des yeux, si on veut les voir. Et à droite, donc ce sont uniquement des polaroïdes ratés en général. Et à droite, il y a cette couleur orange brune qui s'est
qui s'est installé sur l'image et qui lui donne une saison, qui la situe dans le temps. Celui-ci, il s'appelle Deleuze parce que il est devenu un poisson avec ses yeux globulaires comme ça. Pareil, je sais plus dans quoi il avait été trempé. Mais donc l'idée avec ces polaroïdes, celui-ci c'est mon préféré. Si vous regardez en bas, il a une sorte d'animal qui s'est dessiné. Ça a pris très longtemps, ça a pris 2 mois quasiment. Mais donc voilà, donc j'utilise les surprises et les transformations de l'image que je maltraite un petit peu beaucoup pour voir ce qui se présente. Et à partir de ça, par exemple, à partir de cet animal, je commence à écrire quelque chose. Donc ça, c'est le travail sur les polaroïdes. Comme le disait Sofiane, je travaille beaucoup avec les archives. Donc avec les archives, évidemment, il y a l'incertitude des recherches, le hasard de la trouvaille, les altérations du matériau aussi, qui peuvent faire signe. Et on pense souvent aux archives anciennes qui servent à documenter le passé, mais je m'intéresse aussi beaucoup aux archives contemporaines, à celles qu'on fait pour retenir le présent aussi, et notamment retenir la disparition de certaines espèces. C'est une question, celle de l'archivage à la fois passé et présent, passif et actif, autour de laquelle j'ai beaucoup tourné dans mon premier livre, donc Vivace, qui était un ensemble de 8 récits. Et l'un des courts récits de Vivace, donc il y avait des archives comme ça anciennes et d'autres que j'appelle archives contemporaines. Donc l'un des récits qui est rattaché à cette image évoque une rencontre avec une mort, c'est-à-dire une gazelle d'Afrique du Nord, réfugiée climatique en Suisse. Et le texte là, c'est écrit dans l'acte même de l'approcher, de la saisir par la lumière, de la photographier. Ce texte en particulier a fait la matière d'une installation littéraire conçue avec Élise Foin, qui est designer, et présentée en Suisse. On retrouve dans la structure donc imaginée par Élise la morphologie de la mort, et à l'intérieur de chaque petit tube rouge, le texte est roulé. Il est imprimé sur du papier ensemencé de coquelicots. Et donc les gens se saisissaient de l'histoire, les participants à la balade se saisissaient de l'histoire, et il y avait tout un protocole comme ça de marche ensemble, de lecture, et à la fin ils enfouissaient ce texte dans la terre, comme dans l'histoire, le récit de Vivace, la mort enfouit son corps dans la terre pour ne pas être vu, ne pas être traqué. Voilà, donc c'est une chose que j'essaye de faire autant que je peux, de sortir le texte du livre. Donc on en vient à La Femme du lac, qui est effectivement mon tout dernier projet. Donc dans le cadre de La Femme du lac, mon matériau d'écriture, ce sont des négatifs. Donc là il y en a quelques-uns, mais la boîte en contenait presque 200. Et ces négatifs datent, j'ai pu les dater des années 70. La particularité des négatifs, c'est que ce sont des images inversées, mais aussi des sortes de proto-images, des images en puissance, dont la puissance d'agir, et je reviendrai sur cette notion, et notamment la puissance peut-être de susciter le récit, est décuplée du fait de cet état transitoire et incomplet de l'image. Alors parmi ces négatifs, voilà, je vous en montre quelques-uns qui vous permettent surtout de vous imprégner de l'atmosphère. La fameuse Trabant. Lui, je l'adore, c'est le chien. Quel que soit le support utilisé, que ce soit des polaroïdes, des archives, ce n'est pas tant l'image en elle-même, ce qu'elle figure, son contexte historique et culturel qui opère pour moi, même si ce n'est pas neutre, mais sa disposition à accueillir le hasard, la sortie de route, l'accident. C'est cela qui me permet d'aller au-delà de ma conscience première et de mettre le doigt sur des récits de ce fameux temps fantomal qui est celui de l'image. Cette complicité que je tente d'instaurer avec le hasard, je l'ai d'abord rapprochée de ce que les surréalistes, et singulièrement André Breton, appelaient les hasards objectifs, ces coïncidences troublantes, révélatrices de la capacité du hasard à élucider le réel ou à nous mettre
sur la piste du réel. Cela fait aussi écho pour moi au dernier mot du poème de Mallarmé, un petit peu hermétique, mais qui s'appelle « Un coup de dé n'abolira jamais le hasard ». Les derniers mots sont « Toute pensée émet un coup de dé ». C'est une phrase qui me revient souvent. Mais avant la pensée, avant le coup de dé, supposé faire rouler la recherche ou le récit vers cet inconnu que l'on veut connaître, ce qui m'intéresse, c'est ce qui nous amène à choisir cet objet-là, de récit, de recherche, et pas un autre. Je mets de côté les effets d'opportunité. J'entendais il n'y a pas très longtemps Hervé Mazurel, qui est historien du corps, des sensibilités, des imaginaires, et dont les recherches nourrissent beaucoup mon propre travail, mentionner dans un entretien qu'il était courant, et donc ça lui était arrivé à lui-même dans le cadre de son HDR, son habilitation à diriger des recherches, il était courant donc que les historiens aillent vers des objets ayant des résonances familiales dont ils n'avaient pas conscience au moment de choisir leur objet de recherche. Ils ne le découvraient qu'après, et parfois bien après. Et donc moi, pourquoi avais-je choisi les récits photosensibles? Après 3 ans de thèse, j'avais toujours pas la réponse. Et je l'ai compris un jour très très bêtement en ouvrant le livre de Philippe Descola qui s'appelle Les formes du visible. Ça reprend certains de ses travaux, mais le livre en lui-même, je crois, a 1 an ou 2. Il est publié au Seuil, il me semble. Alors ce n'est pas la richesse de l'ouvrage, la clarté de la pensée de Descola qui m'a mise sur la voie de pourquoi les récits photosensibles pour moi. C'est la toute petite dédicace qu'il a fait figurer en tête de son ouvrage, et je vous la lis. À la mémoire de mes parents et de mes grands-parents qui m'ont appris à poser des questions aux images. J'ai lu ça. Donc, poser des questions aux images, c'est un peu ce que je fais lorsque je cherche dans leur matière, leurs inflexions, des indices pour deviner les histoires. Mais quand j'ai lu la dédicace de Descola, j'ai pas du tout pensé à mes travaux d'écriture ou de photographie. J'ai pensé qu'enfant, et puis adolescente et jeune adulte, ma mère me tirait les cartes, ce que j'ai reproduit sans trop le questionner avec mes filles. Et le tarot est un moment de vérité où l'on crée un espace pour ça et où l'on se raconte ce qui compte. Quand l'une de mes filles me demande de lui tirer les cartes, je sais qu'elle a besoin de parler. C'est sa manière de le demander sans le demander, de minimiser. Parce que les cartes ne sont qu'un jeu, après tout. Donc cette pratique de divination par les images a toujours une place finalement dans ma vie, mais elle était tellement attachée à la vie affective, familiale, que je ne l'avais jamais reliée à mon travail de création, et encore moins à mes très sérieuses recherches universitaires. Pourtant, dans ces travaux et principalement dans les récits, ce qui m'importe, c'est un petit peu la même chose, c'est d'aller à l'os, c'est de raconter ce qui compte, ce qui touche. Alors, je suis pas très sûre que les cartes prédisent l'avenir, mais j'ai pu constater en quelques 30 ans qu'elles sont dans ma vie et dans celle de mes femmes, qu'elles favorisent la connexion à cette capacité un peu oubliée et parfois dénigrée que nous avons, nous les hommes, comme finalement les autres animaux, à sentir, à pressentir ce qui nous environne, ce qui nous attend, parfois ce qui nous menace. La lecture du réel par le biais de l'image a donc toujours été là pour moi, et elle a toujours été une affaire de femme. Or, à l'origine de ce nouveau livre à paraître, il se trouve que c'est une femme qui me fait signe, la femme du lac. Le premier négatif où j'ai vu son visage, enfin une partie de son visage parce qu'il était coupé, c'est l'un des seuls où on peut la voir parce qu'elle prend les autres photos, a provoqué une sorte de confusion. On l'entend dans l'incipit du roman que j'ai lu tout à l'heure. Je l'écris de manière un petit peu automatique et j'ai fait le choix ensuite de garder ce passage tel quel. Et donc dans cette confusion près du lac, évidemment, comment ne pas penser à Narcisse qui prend conscience d'une part de lui-même en voyant pour la première fois son reflet dans l'eau. Le texte est tout entier bâti, je l'ai évoqué tout à l'heure, sur des échos produits entre les vies de cette femme près du lac et de la narratrice, qui est une sorte de double littéraire. Lorsque j'ai relu le mythe de Narcisse bien après l'écriture, je me suis rappelé que l'une de ses soupirantes était la nymphe Écho, justement. Donc Écho, condamnée à ne pouvoir prononcer que les mots des autres, à les répéter,
incapable de formuler ses propres mots. Or, dans La femme du lac, les difficultés cognitives et l'empêchement physiologique de la parole, l'aphasie, tiennent une place non négligeable. J'ai aussi découvert après coup, en les scannant et en les agrandissant, certains motifs sur les négatifs que je pouvais pas voir en regardant simplement les négatifs comme ça à la lumière, mais que j'avais imaginés. Et donc ces motifs que j'avais imaginés, je les retrouvais après sur les négatifs, sur les photos développées. Voilà, donc tout cela est très anecdotique et en même temps, il me semble que ça témoigne d'une forme de puissance médiumnique des images, même à l'état de support relativement peu visible, de vitre noire. Et peut-être d'autant plus. Peut-être que c'est quand on voit moins bien qu'on voit mieux d'une autre manière. Alors, pour poser des questions aux images, il faut malgré tout penser qu'elles peuvent nous répondre et qu'elles ont une puissance d'agir. Ce que l'anthropologue Philippe Descola explique très bien dans l'ouvrage dont j'ai évoqué la dédicace, Les formes du visible. Il écrit d'abord ceci, et je ferai écho à ce qui a été dit ce matin par Sophie van der Linden. Il écrit ceci à propos de l'animisme, qui est le mode conceptuel à partir duquel nous pouvons considérer que les images ont une puissance d'agir. Donc je le cite. L'animisme surgit de la propension de l'humanité à détecter des intentions dans le comportement d'êtres les plus divers, même ceux qui furent faits de main d'homme. Au vu des indices qu'elle me livre, et de ce que j'entends dire à son propos, je peux avoir l'intuition qu'une entité présente dans mon environnement est animée de l'intérieur par des dispositions analogues aux miennes. Animal, plante, simple présence perceptible par ses effets, voire artefact ou image. Elle semble mue par une volonté propre, capable d'actions autonomes, dotée de discernement et en mesure d'effectuer des choix. Donc Philippe Descola est anthropologue, pas tarologue. Néanmoins, il voit dans les images des puissances d'agir. Il a écrit plus particulièrement à propos de l'image. Et ça éclaire en tout cas pour moi des fois ce qui se joue entre le texte et l'image, qui n'est pas toujours un rapport apaisé, qui est des fois conflictuel et pour le mieux. Une image, plus encore qu'un texte ou une situation, excède toujours de beaucoup ce que l'on peut en dire, car elle rend présent et vivace le condensé synthétique d'un objet que la linéarité de nos mots peine à enserrer dans un discours analytique. Une image quelconque est à la fois un signe iconique de ce qu'elle représente, et un agent dont les dispositions à agir synthétisent les intentions de la personne qui l'a fabriqué et utilisé. Alors, je me suis beaucoup posé la question des intentions de celle que j'ai appelée la femme du lac. Et bien sûr, à cette question, je n'aurai jamais de réponse. Mais c'est aussi face, ou plutôt avec ces blancs qu'on écrit, je crois. Je vais lire un autre très court passage du livre, donc de La femme du lac, qui est l'un de ces passages davantage composés comme un poème, qui fait écho à cette conception animiste et qui illustre également que dans ce type de fiction documentaire, le lien aux matériaux, donc ici au négatif, n'est pas toujours apaisé et qu'il arrive même au cours de l'écriture qu'il faille s'en prendre à lui pour garantir sa justesse au récit. Donc c'est un passage qui est plutôt vers la fin, vers le dernier tiers du livre. Il n'y a pas de petites filles seules sur les négatifs. Cela n'existe pas, les petites filles seules ne doivent pas exister. Les petites filles seules rejoignent les femmes seules dans l'indignité. La solitude indigne, du latin indignus, qui ne mérite pas, qu'on ne mérite pas, qui ne convient pas, honteux, suspect. Que cache-t-elle ? Autour du lac de la femme, il y a forcément une ou plusieurs petites filles seules, mais elles n'ont pas le droit à l'image. Ni cendre, ni boîte, ni récit. Je coupe un négatif en deux. Sépare les jumelles, le pareil et le même. Colle l'une sur la berge du lac. La baptise Neige, à cause du blanc. Neige n'est pas seule avant qu'on le lui dise, l'efface coup sec de la vitre noire. La solitude est dans les yeux des autres. Cet après-midi, elle a suivi un papillon, mauve, comme le sont les facélies,
qu'elle dit céphalie. À humer l'air, penser que s'étendre dans l'herbe, laisser filer la terre sablonneuse entre ses doigts, serait bon. Elle a ce livre qui l'attend. Il fait si doux pour lire, dans l'amitié de l'eau, des feuillages, du rouge-gorge. Alors, pourquoi la balle, le prisonnier? Pourquoi les cris noirs goudronnent le chant de l'oiseau? Neige avance dans le lac, jambes raidies par le froid, portée loin, des yeux qui l'est seul. Son corps bascule sur le dos ou le ventre, une chance sur deux. Elle flotte. Je la suis. Cette disposition de la narratrice de La femme du lac à s'en remettre aux images, disposition qui dans l'animisme est étendue à l'ensemble du monde vivant, aux spectres, aux artefacts, est à mon sens la disposition cardinale ou l'état d'esprit au pluriel de l'écopoétique. C'est une attitude qui consiste pour moi, s'il fallait la résumer, à être au monde de manière amplifiée. Et l'image est de ces supports qui nous aident à tendre vers cela. À contre-courant de la modernité qui aplatit beaucoup de choses, elle réinstaure du relief. C'est cela pour moi le temps fantomal, c'est le relief auquel l'image permet d'accéder. L'écrivain allemand Sebald appelait image papillon, l'image d'archive à partir de laquelle la littérature invente un récit et s'affirme comme le site d'une mémoire jusqu'alors refoulée. Je trouve l'expression très belle parce qu'elle condense l'animal et l'artefact, l'image papillon. Elle se refuse à catégoriser. Je voudrais encore, si on a un tout petit peu le temps, dire un mot des travaux de l'historien de l'art Aby Warburg, qui font l'objet de ce livre fondamental pour moi et mon travail aussi bien de création que de recherche de Georges Didier Huberman. Donc ce livre s'appelle L'image survivante, histoire de l'art étant des fantômes selon Aby Warburg. Donc Aby Warburg est surtout connu des non-spécialistes pour son atlas Mnémosyne, qui fait voisiner les éléments par frottement et affinité sensible. Sa célèbre bibliothèque où il construisait son espace de pensée, qu'il avait créé à Hambourg puis qui a dû être déménagé à Londres, était conçue de la même manière. Elle est bibliothèque de livres, mais surtout bibliothèque de liens. Aby Warburg est à l'origine de la notion de survivance, que l'on pourrait définir comme ce qui survit dans les images et leur donne cette capacité à venir nous hanter. À venir me hanter moi, par exemple. Pour Warburg, le temps s'exprime par strates, blocs hybrides, rhizomes, complexité spécifique, retour inattendu. C'est plus anecdotique, mais j'ai relevé qu'il avait travaillé sur les fondements logiques des jeux de hasard. C'est en tout cas son modèle fantomal de l'histoire, où les temps s'expriment par hantise, survivance, rémanence, par impensé, par inconscient du temps. Hervé Mazurel parle d'inconscient historique et social, qui m'a aidé à laisser le champ aux images, à me laisser guider par ce qu'elles avaient à raconter, qui dépasse à la fois ma personne et mon temps. Pour lui, je cite encore Didier Huberman, donc pour Warburg, une image, chaque image est le résultat de mouvements provisoirement sédimentés ou cristallisés en elle. Nous sommes devant l'image comme devant un temps complexe, le temps provisoirement configuré, dynamique de ces mouvements eux-mêmes. La conséquence ou l'enjeu d'un élargissement méthodique des frontières n'est autre qu'une déterritorialisation de l'image, et du temps, qui en exprime l'historicité. Dans l'histoire fantomale qu'il fait, l'archive est considérée comme un vestige matériel de la rumeur des morts. Je trouve ça très beau. Il s'agit de restituer le timbre de ces voix inaudibles. L'image, en ce sens, est ce qui survit d'un peuple de fantômes. Et ces mots-là sont d'Aby Warburg. En conclusion provisoire, puisque c'est la première fois que je parle de ce travail, donc j'en suis encore à un stade très préliminaire, j'ai évoqué quelques pistes, quelques inspirations, mais je crois bien qu'on sait pas très bien ce qui se produit entre l'image et l'écriture. Il me semble que cette incertitude est le secret de fabrication de ces récits photosensibles, qui me semble être l'une des modalités des récits écopoétiques dans leur ensemble. Parce que précisément, cette incertitude se maintient dans un monde d'assurance, de réassurance, dans un monde de maîtrise, un monde moderne, où tout est supposé fonctionner et ne doit surtout jamais faillir, jamais dérailler,
Et cette incertitude, parce qu'elle se maintient dans ce monde-là et qu'elle s'entretient, j'en suis convaincue, par le récit, est une disposition d'ouverture et de porosité aux différentes puissances d'agir, des mondes végétal, animal, iconique, spectral, aussi bien à leurs conditions propres qu'à leurs effets en retour sur nous. Elle transforme nos manières d'être, notre ontologie, mais aussi nos manières de raconter, c'est-à-dire au fond, notre manière d'être humain, puisque le récit est le propre de l'homme. Merci.